du Nouveau République pour la justice, son parti ou le parti qu'il dirige désormais, et ils sont déjà là et on va les prendre dans un instant. On va prendre d'abord M. Bruno Chibalaki avec nous sur ce plateau. Bonsoir M. Bruno. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien, madame. Voilà, on est heureux de vous recevoir sur ce plateau. Etienne Tshisekedi rejette le dialogue convoqué par Joseph Kabila et par contre désapprouve la démarche des Demkodjo. Pourquoi l'UDPS souffre, je peux dire, du chaud et le froid? Merci pour la question. Il y a deux traits qui caractérisent l'UDPS depuis le déclenchement de son long combat. C'est la constance et la consistance. L'UDPS n'a jamais dérogé à ces deux traits. Nous avons dit clairement depuis 2 ans que nous sommes attachés au dialogue politique, conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba et aux résolutions subséquentes du Conseil de sécurité, lequel dialogue doit être modéré par l'un facilitateur international désigné par la communauté internationale. C'est l'option que nous avons levée et nous n'entendons pas nous départir de cette option. Dans la dernière correspondance que le président a adressée à Madame Zouma, il ne s'agit pas d'une rénonciation à cette option, il s'agit d'une confirmation de cette option de rester attaché au dialogue, mais sous la facilitation internationale. Mais ce n'est pas une façon de refuser le dialogue. Voilà pourquoi le président a dit à Madame Zouma qu'il aurait souhaité ardemment rencontrer l'envoyé spécial qu'il a désigné à la personne de M. Edem Kodio, un des membres de la commission des sages, qui a promis également de rencontrer Etienne Tshisekedi. Et tout à fait, madame. Et je vous informe, et j'informe l'opinion, que cette rencontre aura lieu demain. Parce qu'au moment où nous parlons, M. Kodio est déjà à bord de l'avion en direction de Bruxelles. Donc, le président a simplement demandé à madame Zouma de tout faire pour que M. Kodio le rencontre avant qu'il ne présente son rapport. Cela n'a pas été possible, mais au moment où nous parlons, il est en route vers Bruxelles, ils vont se rencontrer, ils vont parler, ils approfondiront certains aspects qu'il aurait souhaité aborder avec M. Edem Kodio avant qu'il fasse le rapport à la présidente. Donc pour dire qu'il n'y a pas un revirement de position, l'UDPS reste constante, le président reste constant, il dit le dialogue... N'accepte pas le format que lui propose la majorité au pouvoir, c'est ça le problème. En ce qui concerne vous voulez que la communauté internationale convoque le dialogue alors que la majorité ne reconnaît pas ces dispositions dans l'accord d'Addis Abeba, voilà, sur le dialogue. Et qu'est-ce qui a été dit exactement? Je retiens qu'il y a là deux préoccupations. La question du format. Le format de ce dialogue, pour nous, l'UDPS, et conformément à notre feuille de route du mois de février de 2015, nous avions estimé que ce format doit être strictement réduit. Parce qu'au fond, c'est une négociation entre le pouvoir, les forces du changement, au sujet de toutes les questions qui sont liées à la crise dans laquelle nous nous trouvons depuis 4 ans. Donc, ce format doit être un format réduit. Et pour être un peu plus précis, je vous dirais que, de notre point de vue, nous avions proposé que ce soit 20 personnes de part et d'autre. On a estimé qu'il y a l'incise de l'inclusivité. Nous acceptons bien cette inclusivité, et auquel cas nous disons, nous sommes disposés à aller à un chiffre un peu plus supérieur que ça, mais ça ne doit pas être le trop-plein que nous avons connu lors du dialogue intercongolais de Sun City, où on a vu les choses ne pas se passer très correctement. Donc, pour ce qui est du format, les choses sont très claires en ce qui nous concerne, c'est un format réduit. Mais en ce qui concerne la convocation, vous savez que on n'invente pas la roue
toute notre vie, depuis l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale, est émaillée des crises récurrentes qui ont été réglées par le dialogue. Et pour ne prendre que le dernier dialogue avec Ketumile Massiré, c'est lui qui, après avoir été désigné par dans ce cas, l'argument de l'UDPS ne tient pas. Parce que je termine ma pensée, madame. Dans l'accord cadre d'Addis Abeba, on ne voit nulle part où on demande au secrétaire général de l'ONU de désigner quelqu'un pour convoquer le dialogue national. Je vous ai dit, madame, que nous sommes attachés à l'accord cadre d'Addis Abeba et les résolutions subséquentes. Il y en a 3. Dans ces résolutions, il est précisé que ce dialogue se passera sous la facilitation d'un facilitateur international. Et en l'espèce d'ailleurs, il est précisé que ça va être le représentant spécial secrétaire général en République démocratique du Congo. Mais il y a une évolution. Il y a une évolution parce que vous avez suivi M. Maman qui dit si il est désigné une autre personne, je suis tout à fait disposé à collaborer avec lui en lui apportant tous les conseils, toute la logistique pour qu'il réussisse sa mission. Il doit offrir ses bons offices. Mais tout à fait. Mais tout à fait. Voilà pourquoi nous estimons que, comme ça s'est passé lors du dialogue intercongolais, c'est le facilitateur désigné qui va réunir les comités préparatoires qui, à son tour, va examiner les questions de l'ordre du jour, élaborer un règlement intérieur, fixer la date et convoquer finalement les parties au dialogue. Voilà pourquoi nous estimons que l'ordonnance qui avait été signée au mois de novembre avait péché par ce que nous appelons en droit l'extra petita et l'ultra petita, et nous avons voulu que ça soit fait par un facilitateur. Nous sommes en train d'évoluer vers là et nous pensons qu'avec la rencontre qui aura lieu demain entre le président et M. Edem Kodio, on pourra approfondir ces aspects et peut-être lever l'option définitive en ce qui concerne la question de la facilitation internationale. Mais cette prise de position de l'UDPS par rapport au format du dialogue, n'est-ce pas une manière de monter les enchères pour atterrir, n'est-ce pas, en position de force au dialogue? Madame Pierrette, nous n'avons pas la culture de monter les enchères. Nous défendons des valeurs, des principes qui sont compatibles avec l'intérêt, général du peuple congolais que nous défendons avec fermeté. Donc, lorsque nous disons qu'il faut que le facilitateur mette en place le comité préparatoire, lequel va examiner les aspects liés à l'organisation matérielle du dialogue, nous ne montons pas les enchères. C'est cela la logique qu'il faut pour que ce dialogue se passe dans de très bonnes conditions et accouche d'une grande montagne, c'est-à-dire va à l'encontre des espérances du peuple congolais. Voilà, le dialogue, c'est également le dialogue schéma UDPS, ou schéma Etienne Tshisekedi, c'est également le contentieux électoral. En fait, je parle du cahier des charges, c'est également le contentieux électoral de 2011. Est-ce, n'est-ce pas, du dépassé? Pourtant, nous sommes à quelques mois du fin mandat constitutionnel du chef de l'État. Pas du tout, madame. Vous savez, un mensonge, même proféré, débité pendant 2 siècles, mais il reste un mensonge. Et une vérité, on peut chercher à l'altérer, à la dénaturer, elle reste une vérité. Pour vous dire que la question du contentieux électoral, c'est une question essentielle parce que même du point de vue de la pédagogie, pour notre peuple, fait un mandat. Mais c'est quand même du dépassé. Je vais vous répondre, Madame Pierrette. Lorsque nous avons été contactés par l'envoyé spécial de M. Kabila au mois de juin de l'année dernière, nous lui avons posé la question de savoir si cette question allait être abordée lors du dialogue. Sa réponse a été on ne peut plus claire. Il n'y aura pas de questions taboues. C'est une question qui vous tient à cœur. Nous allons l'aborder et nous finirons, comme pour d'autres questions, de dégager un consensus. Voilà pourquoi,
même si M. Kabila arrive au terme du pouvoir qu'il a exercé en lieu et place de M. Tshisekedi, mais nous nous disons qu'il s'est passé quelque chose, parce que si nous sommes en crise aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu la fraude électorale de 2011. C'est parce qu'on a publié des faux résultats. Parce qu'on a donné des résultats, comme Monseigneur Monsengo l'a dit, Cardinal Monsengo l'a dit, qui n'étaient pas conformes ni à la vérité ni à la justice. C'est ainsi que nous sommes de plein pied dans la nouvelle crise dans laquelle nous partageons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous estimons que c'est une question importante, une question essentielle. Il faut l'aborder, même si, concernant son règlement, nous pouvons en tirer les leçons pour l'avenir du pays, sans nécessairement reprendre le pouvoir comme Bruno, vous venez de le dire. Donc c'est une question qu'il faut aborder. Si je vous ai bien compris, vous évoquez, par rapport au dialogue, vous évoquez également un problème de manque de confiance. Moi, c'est comme ça que je prends les choses. Vraiment, vous n'avez pas confiance peut-être à la majorité au pouvoir ou aux dirigeants actuels. Et selon vous, par quel mécanisme la communauté internationale peut convoquer un dialogue pour le compte d'un pays souverain? Madame, il ne s'agit pas ici d'un problème de confiance. Mais il s'agit ici... C'est exactement ça. Ouais, mais j'arrive. Vous avez même donné les exemples des assises passées. J'arrive d'abord. Donc il s'agit d'une crise qu'il faille résoudre. Résoudre entre Congolais. Mais pour que ce dialogue, donc cette négociation, se passe dans de bonnes conditions, il faut un arbitre. Cet arbitre devrait être nécessairement une personnalité neutre qui viendrait, dans le meilleur des cas, la communauté internationale. Vous pensez que Dame Kodjo et je vous ai dit que lors de précédents dialogues, j'ai cité celui de Sun City, c'est un Africain, c'est Katumile Masire, ancien président de la Botswana, qui a été désigné comme facilitateur. Pour ce dialogue, nous avons justement estimé que pour que les choses se passent bien, il est bon que nous ayons un facilitateur, qui ne soit pas un Congolais, un facilitateur international. Alors, la question de la souveraineté, Madame Pierrette, le Congo, c'est un pays indépendant et souverain. L'Angola, le Mali, tous les pays. Mais lorsqu'il y a crise entre le fils de ce pays-là, la logique voudrait que ce soit quelqu'un de neutre qui vient pour les entendre et les réconcilier. Parce que si c'était national, et les exemples abondent, les exemples sont légion, des gens qu'on a choisis, quand ils sont venus, ils ont un parti pris. Et une importante réunion qui devait aider à résoudre le problème s'écorce, se complique davantage. Voilà pourquoi, vraiment je vous donne raison lorsque vous parlez de la question de la confiance, mais nous disons, ce n'est pas même un problème de confiance, c'est les garanties qu'il faut avoir lorsqu'il s'agit d'un facilitateur international. Nous avons des garanties de la bonne exécution des décisions que nous aurons. Kodjo a été désigné par la Commission africaine. Or, dans les résolutions auxquelles je viens de faire allusion, il est question que ces facilitateurs soient désignés par le secrétaire général des Nations Unies. Et comme c'est la Commission qui a pris l'initiative de désigner, mais nous devons en connaître le contour, les tenants et les aboutissants de cette désignation. Voilà pourquoi notre président avait souhaité qu'avant que M. Kodjo, envoyé spécial de la Commission, fasse rapport au sommet de l'OEA, qu'il le rencontrera pour que ces aspects sur lesquels nous tenons beaucoup soient abordés de telle sorte et que nous puissions nous prononcer clairement sur session de désignation par la Commission. Et donc, de notre point de vue, nous sommes tout à fait clairs avec... du président de la République. Massiré qui a convoqué le dialogue, d'abord le comité préparatoire à Gaborone et ensuite le dialogue à Sun City, était-il de la communauté internationale ou un Congolais? C'était un représentant de la communauté internationale et désigné par la communauté internationale. Et donc pour nous, il y a une suite dans nos revendications, dans nos prises de position. C'est que nous n'allons pas refuser aujourd'hui de faire ce que nous avons fait hier. Je lisais ce matin un article intéressant produit par un cadre du parti qui a dit, mais en 2002, quand il y a eu le dialogue intercongolais, le Congo était moins indépendant qu'il est aujourd'hui.
Le Congo est indépendant depuis 1960 que nous sommes indépendants. Mais il y a eu Massiré. Il est également africain. Le problème de l'Africain ne se pose pas. Nous avons dit que les résolutions sont claires. Cette négociation, ce dialogue devrait être modéré par un membre désigné par la communauté internationale, qu'il soit africain ou occidental. Mais l'essentiel est que la puissance qui le désigne soit autre que la République démocratique du Congo. Voilà, ça sera votre conclusion, M. Bruno Tshibala. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, madame. Mesdames et messieurs, ce plateau, c'est pour prendre notre deuxième invité. Il s'agit de Joseph Bangakia. Il est cadre de la majorité présidentielle et également président de NRJ. Entendez, les nouveaux républicains pour la justice. J'ai bien parlé? Excellent. Voilà. Avant de vous prendre, permettez-moi de donner les grands titres d'actualité qui vous seront développés tout à l'heure par Patrick Mpezo-Zanetti. Mise en vigueur des réformes du Fonds monétaire international sur les quotes-parts adoptées depuis décembre 2010. Ces réformes favorables aux pays émergents et en développement les impliquent dans le processus décisionnel du FMI. Ce sujet a été abordé à la troïka stratégique de ce lundi. Offensive des forces armées de la République démocratique du Congo contre les forces démocratiques, libération du Rwanda entre Walikale et Lubero. Les FARDC ont tué 2 FDLR libérés et ont libéré, allais-je dire, plusieurs localités, capturé plusieurs rebelles et récupéré beaucoup d'armes à feu. Et enfin, du journal, ou à la fin de ce journal, vous allez voir les hommages du groupe de presse L'Avenir rendus à Denis Lubindi, directeur des sports au quotidien L'Avenir. Denis Lubindi sera conduit à sa dernière demeure le mardi au nécropole entre terre et ciel. Voilà, ces titres et tant bien d'autres vous seront développés tout à l'heure à 19h par Patrick Mpezo-Zanetti. Voilà, sur ce plateau, Monsieur Bangakia est là. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je m'appelle Pierrette. Je l'ai dit. L'UDPS rejette le dialogue selon le format de la majorité. Peut-on dire que c'est l'échec et mat pour votre famille politique qui l'a considéré comme un partenaire, je dirais un partenaire politique crédible? Bien, vous savez, bien sûr, je vais commencer par représenter mes condoléances à la RTGA pour la perte de notre vieux Denis, ainsi qu'à sa famille. C'est une perte énorme, qu'il repose en paix. Pour répondre à votre question, la question, cette année est une année cruciale pour notre pays. Et les questions qui sont posées et pour lesquelles on souhaite qu'il y ait un dialogue sont des questions qui sont tellement importantes pour l'avenir du pays que je les aborde, et à la MP nous les abordons avec une grande responsabilité. Si c'est au nom de cette grande responsabilité, sens de responsabilité, de gravité, que le président de la République tend la main même à ses plus irréductibles adversaires. Et donc, c'est en espérant aussi que chacun sera au niveau de la situation, aura la même compréhension des enjeux. Et donc, oui, le président de l'UDPS et son parti, ainsi que d'autres, sont des partenaires crédibles que nous souhaitons avoir autour de la table pour discuter de ces questions qui sont importantes et qui fâchent. Mais si on est des bons observateurs, l'UDPS est plus crédibilisé et priorisé par rapport à d'autres partis politiques. Vous savez, Madame Pierrette, je suis vraiment incapable de répondre. Vous avez eu l'honneur de recevoir un délégué de l'UDPS qui a parlé pour son parti. Pour moi, il m'est difficile de parler en me référant à un parti. Je parle à la nation, je parle des problèmes nationaux que je ne peux
ni rendre partisan, ni individualiser. Donc je ne peux répondre avec satisfaction à votre question. Le dialogue avec le groupe de 5 peut aboutir sans l'UDPS? Et on n'aura pas vu le deuxième round des concertations bis? La question ne se pose même pas ainsi. Le dialogue tel qu'il est souhaité par le président de la République, par les forces sociales, politiques importantes qui s'expriment, soutenues par le Vatican, par l'Union africaine, par les Nations unies, ce sont des grandes autorités morales qui nous empressent de dialoguer. Et ce dialogue est voulu inclusif. Donc, il n'y a pas un groupe ou une personne qui est le partenaire exclusif. Mais ça bloque quand même. Hein? Le groupe des 5 est là, la majorité peut prendre le groupe des 5 et aller au dialogue. Ça bloque pourtant. Madame Pierrette, je ne peux vraiment pas particulariser. On ne se comprend, on dirait pas du tout. Je ne peux pas parler du dialogue en me contentant d'épingler des positions de quelques groupes. L'UDPS ou le G5 ou le G7 ou je ne sais qui. C'est un dialogue qui va engager l'avenir de notre pays. L'heure est grave. L'heure est grave. Nous sommes à un niveau où le processus électoral est bloqué, où la Constitution risque d'être violentée, notamment sur les délais constitutionnels, où le chaos risque de s'installer dans ce pays, et les institutions vaciller, peut-être dégénérer sur une guerre civile. Tout cela, ce sont des scénarios possibles. Et le seul moyen d'éviter tous ces scénarios possibles, c'est de discuter, c'est de dialoguer. Mais comment sortir de cette crise dès lors que, là, je veux parler votre langage, il y a les partis politiques, ou bien une certaine classe politique ne veut pas répondre à l'appel du président Joseph Kabila. Et je prends, excusez-moi de parler encore de l'UDPS, je prends l'exemple de l'UDPS qui propose son schéma et qui n'est pas accepté par la majorité au pouvoir. Bon, vous savez, il y a des fondamentaux sur lesquels soit nous sommes d'accord, soit qui sont des évidences. Nous sommes d'accord qu'un facilitateur soit désigné. Nous sommes d'accord et pour cette fin, le président de la République avait écrit au secrétaire général des Nations Unies en proposant même 4 hautes personnalités de grande facture. Donc, si le secrétaire général des Nations Unies n'a pas encore désigné un facilitateur, cela n'est pas du fait de Joseph Kabila qui en a fait et la demande et la proposition. Donc, qui est tout à fait ouvert à cette éventualité. Donc ça, ce n'est pas un problème du tout. Mais il faut qu'on sache que les Nations Unies fonctionnent avec les autres organisations régionales, sous-régionales, continentales. La preuve, on a vu le secrétaire général des Nations Unies à la réunion de l'Union africaine. Donc, il est illusoire de croire que la Commission de l'Union africaine a désigné M. Edem Kodjo, fut-il pour une mission exploratoire, sans que le secrétaire général des Nations Unies ait été informé, pleinement informé. C'est illusoire. Et la conséquence est que les partis politiques qui ont refusé de recevoir Edem Kodjo se sont mis dans une mauvaise passe. Parce que qu'est-ce qui va arriver? En fin de compte, mais comme nous le voyons avec... C'était quand même une consultation de trop. Il y a eu Saïd Djinitz qui est venu pour la même chose. Il y a l'Église catholique qui a fait la même chose. C'était quand même de trop. Et puis, ils n'ont peut-être pas confiance. Ils n'ont pas dit que cela était de trop, ce qui aurait été un manque de respect. On doit du respect à l'Union africaine, qui est dans son rôle aussi. Et nous sommes dans l'Union africaine. Ça n'a pas été leur terme. Je crois que c'est un terme qui dépasse votre pensée aussi. Mais je dis que ceux qui n'ont pas voulu être reçus par Edem Kodjo, même pour exposer leur désaccord, comme l'a fait le MLC, ils ont commis un impair. Mais il y a des choses, il y a des évidences que nous ne pouvons exclure.
nous avons une constitution qu'il faut respecter. Majorité, opposition, société civile ou pas, la constitution, elle est là, il faut la respecter. C'est une évidence. Il y a une autre évidence. On peut condamner, on peut chercher les responsabilités. Mais à ce jour, est-il crédible de dire que de bonnes élections peuvent être organisées en moins de 10 mois? Est-ce de la responsabilité? Est-ce de la crédibilité, de la vérité? Ça, ce sont aussi des évidences. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas marier l'évidence du respect de la Constitution avec l'évidence du peu de temps qu'il nous reste? C'est la question que peut résoudre le dialogue national. Il faudra que le président de la République puisse dire clairement. Il y a un politicien qui est passé également sur ce plateau qui a dit, écoutez, je ne veux pas me représenter en 2016. Je vous accompagne pour qu'on ait des élections crédibles et démocratiques. Ça peut être ça l'exemple. Alors que les décors que plante la majorité au pouvoir dit le contraire. Et après, on demandera, pour qu'on soit sûr de la parole du président, qu'il cesse de circuler avec le véhicule officiel du président de la République, qu'il quitte le palais de la Nation qu'il aménage déjà dans un appartement. Il n'y a pas encore eu une passation du pouvoir. Non, mais justement, donc, avec des conditions qui ne sont pas constitutionnelles, qui ont l'air plutôt de caprice, on va lui exiger de divorcer avec sa femme pour qu'on croie qu'il ne sera pas candidat pour l'élection prochaine. Vous allez plutôt loin alors. Non, je suis en train de vous dire que ce sont des demandes infondées. Il est évident que le président de la République ne sera pas candidat au terme de l'actuelle Constitution. Que tous souhaitent être respectés et être maintenus dans toutes ces dispositions. Le président ne cesse de le dire. Mais le décor que plante peut-être pas le président Joseph Kabila, votre classe politique dit autre chose. Ah mais écoutez, si vous devez prendre pour argent comptant ce que dit n'importe qui... Et ils ne sont pas interpellés par... Mais il y a la liberté d'expression dans ce pays. On ne peut pas arrêter ou empêcher un citoyen, une citoyenne d'émettre son opinion. Mais ce qui compte pour vous, et c'est ainsi que nous, dans la majorité, nous traitons par exemple avec l'UDPS. Quel que soit le point de vue des responsables de l'UDPS, nous nous limitons à croire et à prendre en compte la déclaration faite et signée par Étienne Tshisekedi. Si le même traitement est administré au président de la République, je demande à la classe politique, à l'opposition, à l'opinion congolaise, de ne croire et de ne prendre pour argent comptant que les déclarations du président de la République. Et jusqu'à ce jour, il a été constant en disant qu'il respecterait la Constitution et qu'il la ferait respecter. Que faut-il encore de plus? Que demande le peuple? Voilà. Est-ce qu'on peut aller au dialogue, plutôt on peut aller aux élections sans dialoguer? Est-ce c'est embrasser le pays? Là aussi, nous devons prêter une oreille attentive à ce que nous dit la Commission électorale nationale indépendante. Vous savez, devant l'évidence, on peut être pour ou contre, mais l'évidence reste telle qu'elle est. La Commission électorale nationale indépendante, répondant aux contraintes légales et à la demande unanime de la classe politique et au constat fait par des auditeurs externes et indépendants, doit, par exemple, réviser le fichier électoral qui est fortement corrompu. Est-ce qu'il faut réviser, oui ou non? Tout le monde est d'accord qu'il faut le faire. Quel temps demande cette révision? Le temps que demande cette révision, c'est le temps qu'on devra accorder à la CENI. Et en dehors de ce temps, il n'y aura bien sûr pas d'élection. Vous savez, il y a 3 choses sur lesquelles nous sommes d'accord. La première chose, il ne faut pas qu'il y ait du chaos dans notre cher pays. Il ne le faut pas, Madame Pierrette. Le chaos, on sait quand il commence. On sait comment on peut le provoquer. On ne sait pas quand il terminera.
ni qui à la fin sera lorsqu'il sera terminé. Mais comment ça peut devenir un problème? Je suis fin mandat, je dois déposer et on a peur qu'il y ait un chaos. Le chaos ne peut pas venir de cela car cela est réglé par la Constitution. La Constitution a dit on n'a pas besoin qu'une autre personne le répète. Cela est dit. Ce dont on a besoin, c'est que tout le monde le respecte et que le président de la République le fasse respecter. Mais je disais que nous sommes d'accord sur 3 choses. Plus de chaos dans notre cher et beau pays qui en a tant souffert. 2, on ne peut pas faire fi des évidences, de la réalité. La réalité est que nous sommes en retard et que nous aurons besoin de temps pour qu'il y ait des bonnes élections. Et la 3e évidence, nous sommes d'accord, je le dis, je le répète, pour le respect de la Constitution. Du premier article au dernier, c'est ce que a dit le président de la République, c'est ce qu'a dit le président de l'Assemblée nationale, secrétaire général de la majorité, c'est ce que les Congolais doivent tenir pour acquis. Vous êtes également président de Énergie. Quelles sont les ambitions de votre parti? L'ambition, elle est simple, c'est de contribuer au rayonnement de notre pays, de contribuer au bien-être de notre pays. Et pour le cas d'espèce, nous sommes de la majorité présidentielle, mais nous nous attelons à apporter un discours qui apaise, un discours responsable. Parce qu'au niveau de la majorité, il ne faut pas céder à la provocation. Je vois des gens qui font de la provocation et qui cèdent à la provocation. Les nouveaux républicains pour la justice qui soutiennent le président de la République, on le soutient pour que l'histoire retienne que Joseph Kabila fut un grand président. Nous voulons que notre action aide la majorité à aller sur le meilleur chemin possible, le meilleur chemin pour le Congo, bien entendu. Voilà, vous avez assez de moyens pour relever, comment je peux dire, le défi électoral? Là, vous me parlez comme parti politique, comme Énergie. Oui, comme mais Énergie. bien entendu, nous parlons de votre parti. Oui, vous savez, ce qui compte dans un parti, c'est la volonté, c'est l'adhésion. Plusieurs partis, avec des moyens faramineux, morts de la poussière, tout simplement parce qu'ils sont en déphasage avec les aspirations du peuple. Et il y a des partis qui ont des longues années derrière eux, qui sont restés proches de la population et que la population leur rend si bien. Le Congo a un besoin de renouveau, de changement. C'est une demande profonde dans la classe, dans le peuple congolais. Et une des erreurs de la classe politique, même celle qui est au pouvoir, c'est de n'avoir pas suffisamment pris la mesure de la volonté, de la demande populaire de renouvellement, de changement et de rajeunissement. Ça a été, je le dis, une des grandes faiblesses du mandat de la majorité présidentielle qui est en cours. Et malheureusement, dans les débats publics, les débats politiques, je sens que même l'opposition est très mal placée sur cette thématique. Or, c'est une profonde demande des populations. Voilà, c'est votre conclusion. Apparemment, vous avez beaucoup à dire sur le parti. Le temps nous imparti touche à sa fin. On aura le temps de vous inviter à parler du nouveau républicain pour la justice. Les nouveaux républicains pour la justice. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Joseph Bangakia. Et fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette première partie de 2 heures de news.